Voici Pedro Sánchez, le président de l'Espagne. Un socialiste dans l'âme, amateur de sommets internationaux, de dîners élégants et des applaudissements de Bruxelles. Un politicien qui se déclare progressiste, défenseur du peuple et porte-drapeau du bien-être social. Un type capable de faire un discours de 20 minutes sans rien dire du tout et pourtant te faire croire qu'il a sauvé la planète. Et pendant qu'il répète qu'il fait tout pour les plus vulnérables, les indicateurs de pauvreté, de dette et de polarisation continuent de grimper. Trump ne croit pas au partage des richesses. Et lui, c'est Donald Trump. Il ne croit pas au partage des richesses, il croit à les multiplier. Tandis que certains veulent diviser le gâteau, lui demandent « Et pourquoi ne pas faire 10 gâteaux de plus ?» Il y a quelque chose chez lui qu'on ne peut nier. Il représente le capitalisme dans sa forme la plus pure, la plus brute et la plus rentable. Pedro applique dans son pays le système socialiste, tout comme Maduro et Kim Il-sung. Mais qu'est-ce que le socialisme? Le socialisme est un système politique et économique dans lequel l'État contrôle totalement ou partiellement les moyens de production, usines, terres et ressources, avec l'idée de répartir la richesse de manière plus équitable entre tous. Au lieu que les entreprises soient privées et cherchent à faire des profits, le gouvernement organise l'économie pour, en théorie, prioriser le bien-être collectif. L'État distribue les ressources selon les besoins de chaque personne, non selon sa capacité à produire ou consommer. Il défend plusieurs principes clés qui tournent autour de l'égalité, la justice sociale et le contrôle collectif des ressources. Égalité économique, propriété collective ou étatique, distribution équitable de la richesse, accès universel aux services de base et fin du capitalisme exploiteur. En théorie, tout le monde collabore, tout le monde reçoit. En pratique, tout le monde attend et l'État distribue selon ce qui l'arrange. Ainsi, il lutte contre le capitalisme en utilisant des iPhones, les réseaux sociaux et des t-shirts du Che fabriqués en Chine. Révolution fashion. Le socialisme veut que tout le monde vive bien, peu importe ce qu'il a ou ce qu'il gagne, et croit que cela s'obtient en retirant du pouvoir au marché pour le donner à l'État. Actuellement en Espagne est une expansion du rôle de l'État à travers l'augmentation des dépenses publiques, des subventions, des aides directes et une pression fiscale accrue sur les hauts revenus et certains secteurs stratégiques. En plus, il a lancé des réformes sociales qui cherchent à influencer la culture et le langage politique du pays, avec une forte charge idéologique sur des sujets comme le genre, la mémoire historique ou l'éducation. En résumé, le socialisme de Pedro Sánchez ne repose pas sur une transformation radicale du système économique, mais sur son utilisation comme véhicule pour consolider un projet politique qui privilégie l'interventionnisme, la dépendance à l'État et le contrôle institutionnel, sans vraiment assumer les conséquences à long terme que cela peut avoir sur la liberté individuelle, la compétitivité et la stabilité fiscale. Les conséquences du modèle socialiste de Pedro Sánchez en Espagne commencent déjà à se manifester et pourraient s'aggraver si la direction actuelle est maintenue. De plus en plus de citoyens dépendent de subventions, d'aides et de prestations publiques pour maintenir leur économie. Cela génère une culture de dépendance au lieu de l'effort, ce qui à long terme réduit la productivité et l'autonomie individuelle. Les dépenses publiques ont augmenté rapidement, notamment en subventions et en nouvelles structures administratives. La dette publique dépasse déjà les 110% du PIB, ce qui compromet la viabilité financière du pays. Plus il y a de dépenses sans revenus suffisants, plus il y aura de pression pour augmenter les impôts ou pour faire des coupes brutales à l'avenir. Certaines grandes entreprises ont déjà déplacé leur siège fiscal ou une partie de leurs investissements vers d'autres pays par crainte d'une pression fiscale excessive. Les hausses d'impôts sur les entreprises énergétiques, technologiques ou les banques génèrent de l'incertitude et découragent l'investissement. Pourquoi les pays socialistes ont-ils des frontières fermées, mais leurs dirigeants voyagent à l'étranger? Pourquoi les peuples libérés par le socialisme finissent-ils par fuir massivement vers les pays capitalistes? Pendant que certains voyagent par luxe, d'autres le font par nécessité. Depuis que le chavisme s'est consolidé, plus de 7,7 millions de Vénézuéliens ont fui le pays. Chiffre de l'ONU 2024.
Ils marchent des milliers de kilomètres à travers les frontières vers la Colombie, le Pérou, l'Équateur, le Chili ou le Brésil. Certains traversent la jungle du Darien avec des enfants dans les bras. Ils fuient la faim, la répression et l'absence d'avenir. La révolution bolivarienne avait promis la dignité et a fini par obliger son peuple à dormir dans des gares routières d'un autre pays. À quel point quelqu'un doit-il être désespéré pour risquer cela si son pays prétend être le meilleur système du monde? Nosotros no queremos ser ricos. Ser rico es malo, es inhumano. Así lo digo y condeno a los ricos. Una de él me dice, caramba, usted no ha comprendido la revolución. La revolución se trata de mantener a los pobres pobres, pero con esperanza. Y mientras nosotros hacemos el discurso de la defensa de los pobres, no lo podemos sacar a la clase media, porque dejan de ser pobres y pasan a ser nuestro enemigo. En Espagne, tandis que beaucoup d'Espagnols partent par nécessité, leur président voyage par conviction ou stratégie politique. L'un cherche un avenir meilleur, l'autre une projection mondiale. Les deux voyagent, mais pour des raisons très différentes, et cela, en soi, en dit long sur les priorités du système. Le président Pedro Sánchez a été l'un des dirigeants européens les plus actifs en politique étrangère, avec un agenda chargé de voyages internationaux. Bien que certains aient fait partie de sommets et de missions diplomatiques légitimes, d'autres ont été critiqués pour leur coût, leur manque de résultats tangibles ou pour s'être produits à des moments politiquement sensibles. Bien que l'Espagne soit un pays moderne et développé, une émigration constante de citoyens, surtout de jeunes, s'est produite pour des raisons économiques, professionnelles et sociales. Cette migration s'est intensifiée après la crise financière, mais a continué, même sous des gouvernements progressistes comme celui de Pedro Sánchez. Paradoxalement, cela arrive malgré le fait de vivre sous l'un des systèmes de dépenses sociales les plus élevés d'Europe, ce qui soulève une question gênante. Le modèle fonctionne-t-il vraiment si les jeunes les mieux formés décident de chercher un avenir ailleurs? Alors, que se passe-t-il? Le socialisme va détruire le monde, il promet le paradis, mais livre des files d'attente, la misère et un discours de 4 heures sur la faute du capitalisme. Il tue la motivation, l'effort. Si tout le monde gagne la même chose, qu'il travaille ou non, à quoi bon se donner du mal? Résultat, moins de productivité et moins d'innovation. En plus, l'État contrôle tout et quand cela arrive, tout fonctionne comme le Wi-Fi à l'aéroport, lent, cher et jamais disponible. Au nom de l'égalité, le socialisme commence à décider ce que tu penses, ce que tu manges, et même quel mème tu peux partager. Il provoque des migrations massives, il génère des crises humanitaires, il divise les sociétés avec une haine idéologique. Et en plus, on te fait culpabiliser de ne pas applaudir pendant que tout coule. La liberté n'est autorisée que si elle est approuvée par le ministère des Pensées correctes. Ainsi, tous appauvris de manière égale, sauf ceux d'en haut. Car dans chaque pays socialiste, il y a une élite qui vit comme des rois. Quand le socialisme échoue, ce n'est jamais la faute du système. C'est la faute du blocus, de l'Empire, du FMI, de ta grand-mère, de Netflix, mais jamais la leur. Cuba est la preuve de ce que provoque des années de socialisme. Et ce n'est pas un pays socialiste en transition. C'est une expérience ratée qui a transformé la révolution en routine et l'égalité en misère collective. Pendant des décennies, Cuba a été le symbole de la révolution socialiste en Amérique latine. Un pays qui promettait l'égalité, la justice sociale et la souveraineté face à l'impérialisme. Mais aujourd'hui, pour des millions de Cubains, cette promesse est devenue un cauchemar quotidien. Miguel Díaz-Canel n'est pas un leader rénovateur. Il est le symbole de la continuité d'un modèle qui ne tient plus debout, même avec la répression et les discours. Depuis 2018, Miguel Díaz-Canel occupe la présidence de Cuba, désigné par le Parti communiste pour poursuivre l'héritage des frères Castro. Il n'a pas été élu par vote libre ni lors d'élections ouvertes. À Cuba, il n'y a qu'un seul parti légal, et le président est ratifié par l'Assemblée nationale,
qui est elle aussi contrôlée par ce seul parti. Díaz-Canel se présente comme un réformateur numérique, mais il gouverne selon les mêmes règles de fer que celles qui ont défini le castrisme. Pas de liberté de la presse, pas d'opposition légale, pas d'élection pluraliste. Et ceux qui contestent finissent réduits au silence, arrêtés ou en exil. Mais il existe aussi d'autres cas, bien que minoritaires, de socialisme modéré ou d'État-providence en Europe. Un cas emblématique de socialisme modéré ou d'État-providence en Europe est celui de la Suède, notamment dans la seconde moitié du XXe siècle. On le cite souvent comme exemple que le socialisme peut fonctionner. Mais cette interprétation est souvent incomplète. Voici pourquoi, pendant des décennies, la Suède a été vue comme le modèle parfait de l'État-providence. Un pays avec des services publics de qualité, éducation, santé, retraite et une des charges fiscales les plus élevées du monde. De l'extérieur, beaucoup la considèrent comme socialiste. Mais en réalité, la Suède est le mythe que le socialisme fonctionne parce qu'elle a combiné une économie hautement capitaliste avec des politiques publiques solides. Qu'a fait la Suède? Un marché libre et des impôts élevés. Les entreprises sont privées, la propriété est protégée et il y a une liberté économique. Mais on applique des impôts très élevés pour financer les services de l'État. Fort investissement dans les services publics. La santé, l'éducation et les retraites étaient universelles et généreuses. Cela a été possible parce que le pays avait une économie très productive et une population réduite. Syndicalisme fort mais coopératif. Les syndicats ont beaucoup de pouvoir mais ils se coordonnent avec le gouvernement et les entreprises pour éviter les conflits destructeurs. La Suède n'est pas un pays socialiste. C'est un pays capitaliste avec de fortes politiques de bien-être qui a corrigé sa trajectoire quand l'État est devenu trop grand et coûteux. Son succès ne vient pas d'avoir adopté le socialisme, mais de l'avoir évité à temps. Là où le socialisme prend racine, les rêves se fanent. Non pas parce que l'idée est mauvaise, mais parce que quand le pouvoir se concentre au nom du peuple, le peuple cesse d'avoir du pouvoir. Et quand la liberté est sacrifiée pour des promesses creuses, le seul fruit qui pousse, c'est le contrôle. L'histoire a déjà parlé et elle l'a fait en criant. Chaque pays qui a embrassé le socialisme extrême l'a payé avec des générations perdues. Parce que ce qui commence par des promesses finit par des frontières fermées et des bouches encore plus fermées. Des pays entiers restent piégés dans des modèles qui ont échoué encore et encore. Cette vidéo n'est pas une condamnation, c'est un avertissement. Car là où le socialisme extrême s'installe, la liberté commence à disparaître. Le problème du socialisme n'est pas seulement économique, il est humain. Parce qu'au nom de la justice, il peut détruire la liberté. Ce gouvernement va œuvrer pour le bien commun, pour une Espagne où personne ne soit laissé pour compte. Face à ceux qui défendent par les privilèges, nous défendons les droits. Face à ceux qui réduisent les services, nous renforçons l'État-providence. C'est la seule voie pour avancer vers la justice sociale et la cohésion territoriale. Nous ne croyons pas à une économie au service de quelques-uns, mais à une économie au service de la majorité. Et c'est l'Espagne que nous allons construire avec une fermeté démocratique et avec l'espoir comme bannière. Pedro Sánchez.